Donc, nous allons commencer nos travaux et je souhaite maintenant la bienvenue à la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à commencer votre exposé, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les députés, premièrement, permettez-nous de vous remercier pour votre invitation à présenter notre position sur le projet de loi 71 ce matin. Mon nom est Amélie Durand-Laux, je suis la directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, la SQDI. Bonjour, mon nom est Samuel Rago, je suis analyste senior politique publique à la SQDI. Je suis aussi candidat au doctorat en travail social à l'École de travail social de l'Université McGill. Ma thèse porte sur la sécurité financière des personnes en situation de handicap. Donc, La SQDI est un regroupement provincial qui compte plus de 100 organisations à travers la province et qui œuvrent en déficience intellectuelle. Nous travaillons à la promotion et à la défense des droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle et de leurs familles. Madame la Présidente, la SQDI accueille le projet de loi de façon généralement positive, mais avec des réserves importantes en lien avec certains articles. Bien entendu, comme d'autres groupes que vous entendrez au cours de la semaine, nous aurions aimé voir un projet de loi qui va un peu plus loin sur certains aspects. Un projet de loi qui vient réellement humaniser le traitement des prestataires, un projet de loi qui donne plus de soutien financier aux proches aidants des personnes qui ont une déficience intellectuelle, un projet de loi qui permet réellement aux prestataires de sortir de la pauvreté, un projet de loi qui généralise l'accès au programme de revenus de base, un projet de loi, enfin, qui aurait mis le Québec à l'avant-plan des provinces canadiennes en matière d'assistance sociale. Malheureusement, ce n'est pas exactement ce projet de loi que nous avons entre les mains. Malgré tout, nous pensons qu'il y a du bon dans le projet de loi 71, nous tenons à le souligner, en autant que des amendements soient adoptés pour l'améliorer. En premier lieu, nous saluons l'élargissement de la portée de la loi avec la création de programmes d'assistance sociale qui viendront s'ajouter au programme d'aide financière. Ce nouveau volet de la loi a du potentiel en autant qu'il soit mis en œuvre de façon ambitieuse et que des ressources soient mobilisées en conséquence. L'emphase mise sur l'accompagnement des prestataires est également la bienvenue. Nous apprécions le fait que la ministre ait mis l'accent sur l'intégration d'emploi et sur la participation sociale en général. Pour bien des personnes que nous représentons, l'emploi à temps partiel est une possibilité qui doit être comblée par d'autres formes de participation sociale. Toutefois, le projet de loi a grandement besoin d'amendements en lien avec certains articles. Madame la Présidente, nous avons envoyé un mémoire à la Commission la semaine dernière. Il y avait un certain nombre de recommandations qui étaient consignées. Je ne vais pas toutes les répéter ce matin, sinon ça va être très long. Je vais plutôt adresser certains aspects plus critiques. Premièrement, on n'est pas certain de la pertinence de renommer les contraintes sévères à l'emploi en contraintes sévères de santé. En fait, pour nous, il aurait été préférable de voir l'apparition de contraintes psychosociales appuyées par des diagnostics médicaux. Il s'agissait d'ailleurs d'une recommandation conjointe de la Direction de l'assistance sociale du ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et du milieu associatif en 2019. Actuellement, comme vous le savez, le principal défi des prestataires pour se faire reconnaître une contrainte sévère, c'est l'accès à un médecin qui accepte de remplir les rapports médicaux. Les rapports ne sont pas très adaptés aux contraintes psychosociales actuellement. Pourtant, la majorité des prestataires ayant des contraintes sévères à l'emploi ont des troubles de santé mentale, sont autistes ou ont une déficience intellectuelle. Le point commun de ces personnes est qu'elles ont toutes une condition qui est invisible, des conditions qui sont difficiles à diagnostiquer strictement sur le plan médical. Donc, il est important de s'adresser aux contraintes psychosociales dans ce contexte. Si la ministre a ouvert la porte à ce que d'autres professionnels de la santé puissent compléter les rapports médicaux, ce qui est très positif, il faudrait toutefois prioriser les aspects psychosociaux plutôt que les aspects médicaux, surtout si l'objectif est d'accompagner les prestataires à dépasser les défis auxquels ils et elles sont confrontés. L'autre problème avec l'encadrement des contraintes sévères de santé il est lié à l'article 25 du projet de loi en ce qui a trait au programme de préparation et d'intégration en emploi. En l'état, ce critère fait en sorte de refuser à toute personne participant à des programmes de préparation ou d'intégration en emploi la reconnaissance d'une contrainte sévère de santé. Ça veut dire que n'importe quelle personne ayant, par exemple, une déficience intellectuelle sévère qui participerait à un plateau de travail ou à un stage dans lequel cette personne-là n'est pas payée par ailleurs, serait considérée comme étant en préparation au travail et perdrait donc la reconnaissance de sa contrainte sévère de santé, peu importe son éloignement du marché du travail. Une telle situation, pour nous, est absurde. Elle est contre-productive. Les personnes doivent être encouragées à essayer de travailler, même si elles ont des contraintes sévères de santé. Et c'est d'autant plus vrai que pour beaucoup de personnes,
ces personnes-là ne pourraient travailler qu'à temps partiel de toute façon. Elles n'auraient donc pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Dans un tel contexte, il nous semble injuste de leur refuser la reconnaissance de leurs contraintes sévères de santé. Nous pensons que l'article 25 doit être amendé pour retirer les éléments liés à la préparation et à l'intégration au travail et que le maintien au travail doit être qualifié par le critère de travail à temps plein. Enfin, l'article 25 retire la reconnaissance de contraintes temporaires de santé aux parents d'enfants handicapés, aux proches aidants et aux personnes victimes de violences conjugales qui sont en maison d'hébergement. Nous comprenons que la ministre a l'intention d'inclure ces personnes dans un projet de règlement, mais à notre avis, il est préférable de les maintenir à l'article 53 de la loi. À défaut, si la ministre tient réellement à leur donner accès tient réellement à inclure ces populations dans un projet de règlement, bien, nous l'invitons à donner accès à ces populations au programme de revenus de base plutôt qu'une simple reconnaissance de contraintes temporaires. L'accès au programme de revenus de base étant réglementé par le même règlement, la modification sera tout aussi facile à faire. En ce qui concerne les plans d'intervention, nous apprécions la volonté gouvernementale de mieux accompagner les prestataires et d'humaniser l'intervention du ministère. Toutefois, il est crucial que le ministère travaille avec les autres ministères et organismes gouvernementaux du Québec, puisque des plans d'intervention existent déjà dans d'autres sphères. Par exemple, des plans existent en santé et services sociaux, ainsi qu'au niveau de l'Office des personnes handicapées du Québec. Il ne faut donc pas dupliquer, mais plutôt viser la complémentarité. Par ailleurs, nous tenons à souligner la pertinence d'élargir le programme Objectif Emploi à tous les prestataires. Ce programme a prouvé sa pertinence pour aider les prestataires à sortir de la pauvreté et à réintégrer le marché du travail. Il faut toutefois s'assurer d'adapter ce programme aux besoins des personnes plus éloignées de l'emploi, dont certaines personnes qui ont une déficience intellectuelle. La SQDI a produit un avis en lien avec le renouvellement de la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Il nous fera plaisir de suggérer à la ministre plusieurs mesures afin de bonifier les programmes pour les prestataires du futur programme d'aide financière de dernier recours. En ce qui a trait aux modalités de fonctionnement des programmes, nous reconnaissons que des avancées ont été faites. Toutefois, elles restent encore trop limitées à nos yeux. Par exemple, l'individualisation partielle des prestations et les quelques assouplissements liés à la proche aidance sont pertinents, mais ils ne sont pas suffisants. À notre avis, il aurait fallu revoir entièrement le concept de vie maritale et pleinement individualiser les prestations. De façon similaire, nous ne sommes pas certains si les propositions avec la révision des dettes et les fausses déclarations seront réellement porteuses d'amélioration, les différences sémantiques étant absolument difficiles à évaluer en l'état. En fait, le plus frappant en lien avec les modalités de fonctionnement des programmes est vraiment l'absence d'une réelle simplification à nos yeux. Même en fusionnant deux programmes, il restera tout de même 3 catégories de prestataires avec des règles différentes. Et il n'est pas clair en quoi un tel choix résultera en une simplification des démarches et de la gestion du programme. Nous aurions préféré voir un élargissement du programme de revenus de base pour toutes les personnes ayant des contraintes sévères, ainsi qu'un élargissement des modalités de fonctionnement de ce programme aux autres programmes. En l'état, il ne nous semble pas clair que les solutions proposées régleront réellement quoi que ce soit. Afin de conclure, Madame la Présidente, nous pensons que le projet de loi 71 peut être amélioré. Malgré toutes nos critiques et réserves, nous saluons l'intention de la ministre de miser sur l'accompagnement et sur le soutien aux prestataires. Nous pensons qu'il s'agit de la bonne direction à prendre. Bien entendu, nous aurions aimé voir d'autres changements à la loi et nous avons des propositions pour améliorer le projet de loi afin de mettre en marche le changement de culture au sein des programmes d'aide financière de dernier recours. Madame la Présidente, fidèle à nos habitudes, nous nous tenons à votre disposition de la ministre et de la Commission pour faire en sorte de bonifier ce projet de loi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter notre période d'échange. Madame la ministre, la parole est à vous. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci beaucoup de votre présence et de tous vos commentaires, du travail que vous avez effectué là, pour venir nous faire part de ce que vous considérez comme bon, très bon, moyen. J'aimerais savoir, dans la remise en mouvement là, des personnes qui ont une déficience intellectuelle, d'après vous, combien de temps faut-il pour qu'une personne puisse intégrer un emploi, combien de temps faut-il pour qu'une personne soit bien intégrée et puisse avoir une certaine autonomie?
C'est vraiment relatif d'un individu à l'autre. Là, il faut comprendre qu'on ne veut pas mettre de limite de temps, mais bien adapter le temps aux besoins particuliers des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Pour certaines, ça peut être quelques mois et pour d'autres, ça peut être plusieurs années. Donc, ce qu'on aimerait, c'est voir une certaine flexibilité à ce niveau-là. OK. Vous avez parlé du PRB, Programme de revenu de base pour les personnes qui ont des contraintes très sévères, très sévères. Vous croyez, vous souhaitez que le PRB soit élargi à tous les prestataires, c'est ce que je comprends? Pas exactement, Madame la Pouvez-vous ministre. expliquer un petit peu plus ce que vous, Oui, absolument. ce que vous voulez proposer? Ce qu'on propose, c'est que les personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi actuellement aient accès au programme de revenu de base sans passage par le programme de solidarité sociale. Donc, si vous aviez un programme à couper, entre guillemets, ce serait le programme de solidarité sociale pour donner accès au programme de revenu de base à la place. Une des raisons pour laquelle on propose ça, c'est que le programme de revenu de base est largement fiscalisé. Donc, toute personne qui travaillerait, qui aurait des revenus, paierait de l'impôt et donc viendrait générer une sorte d'équité entre les contribuables et une sorte d'équité entre les personnes qui sont prestataires. Question. Croyez-vous que dans les contraintes temporaires qui existent aujourd'hui, avoir 58 ans est une contrainte à l'emploi? Bien, écoutez, je pense qu'on peut reconnaître, et ça a été reconnu par le gouvernement du Québec, l'agisme est quelque chose qui existe, c'est quelque chose là, qui est bien présent. Après ça, est-ce qu'avoir 58 ans versus 59 ans, il y a d'autres groupes qui vont pouvoir se prononcer là-dessus. Nous, on n'est pas des experts sur cette question-là, donc je vous conseillerais de demander à ces autres groupes. Bien sûr, je vais poser la question à d'autres organismes aussi. Vous avez parlé de différents plans qui existent à travers le gouvernement. Avez-vous des recommandations sur une façon un fonctionnement plus efficace, des recommandations à faire, à intégrer, par exemple, dans notre orientation, de mieux accompagner les personnes qui sont en situation de précarité? Avez-vous, à travers les différents plans que vous avez analysés, vu des façons de faire que nous devrions adopter dans notre façon de faire? Bien, une des recommandations qu'on admet en entrée de jeu, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a une complémentarité parce que ça peut être très variable d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent avoir déjà un plan d'intervention, par exemple, avec l'Office des personnes handicapées du Québec, d'autres non. Donc, dans l'ensemble, on pense que c'est vraiment une bonne idée de sortir du punitif vers l'accompagnement est toujours quelque chose de vraiment très positif. Mais je vous dirais que on n'est pas allé dans le très, très concret à ce niveau-là. Somme toute, ce qu'on vit, c'est qu'il y a vraiment une complémentarité puis un partage d'informations qui soit le plus facilitant pour le prestataire. De façon générale, on demande à ce que les plans soient bien établis, puis aussi, c'était pas nécessairement très clair sur qu'est-ce qu'on veut avec ce plan d'intervention individualisé, c'est quoi ses objectifs, puis à qui, comment et ça s'adresse aussi. Donc, ça pourrait être un élément de précision important. Okay. Si je peux préciser, Madame la ministre, je pense que c'est important de ne pas demander aux personnes qui vivent dans la vulnérabilité ou dans la précarité de répéter tout le temps, à l'infini, les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Les parents, les personnes en situation de handicap sont souvent confrontés à cette difficulté-là, de devoir réexpliquer, de devoir re-remplir des formulaires, de devoir réexposer les traumatismes qu'elles peuvent vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important d'éviter le plus possible. Donc, on a déjà un certain nombre de plans. Il faut faire un maillage. Il faut essayer d'accompagner les personnes sans avoir à les retraumatiser, sans avoir à les redemander une panoplie d'informations qui existe déjà par ailleurs. Puis je pourrais ajouter à ce que dit Samuel aussi que c'est toute une question d'humanisation aussi. Donc, le plan d'intervention est très intéressant, mais s'il est fait de la bonne façon, en mettant la personne au cœur même de la démarche avec des principes d'autodétermination là, qu'on recommande à chacune des étapes de la vie de la personne. OK. Un bon accompagnement social, ce serait quoi? C'est une bonne question.
Un bon accompagnement social, je pense que ce serait déjà permettre aux gens de sortir de la pauvreté en partant, ce qui n'est pas le cas des programmes actuels. Donc, déjà, une première cible à atteindre. Un bon accompagnement social, c'est quelque chose qui est probablement pas basé sur la contrainte. Donc, on a vu le programme Objectif Emploi, quand il a été créé, était obligatoire. Il ne l'est plus, c'est tant mieux. Mais viser sur les forces des personnes, sur les compétences, mais aussi, quand on parle, par exemple, nous, des plateaux de travail, des stages, ce qu'on dit, c'est que ça prend un programme clair de formation avec des objectifs clairs, mais aussi des objectifs qui sont possibles à atteindre. Donc, ça ne sert à rien de viser. Si vous demandez à un poisson de voler, il n'y arrivera pas. Il n'atteindra pas ce résultat-là, évidemment. Donc, il faut s'adapter aux capacités des personnes, il faut s'adapter à leurs aspirations aussi. Et je pense que c'est important de le nommer, puis vous l'avez nommé vous-même dans le projet de loi, dans votre mémoire au Conseil des ministres, c'est pas juste l'emploi. Il y a des personnes qui ne travailleront pas à temps plein en emploi. C'est quelque chose qui existe, il faut le reconnaître. Et dans ce contexte-là, ça peut être de leur trouver des activités qui sont stimulantes, des activités de participation sociale, l'exercice de la citoyenneté, d'aller dans la communauté, aider les autres personnes. Donc, il y a toute une réflexion à avoir dans un continuum de services qui est aussi auprès d'autres ministères, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est auprès des organisations communautaires sur le terrain. Donc, c'est vraiment un maillage à faire avec tous ces acteurs-là pour s'assurer que les personnes puissent avoir une vie digne, mais aussi avoir une vie riche comme les nôtres. Samuel a tout dit, puis évidemment, ça prend des ressources aussi pour que cet accompagnement-là soit optimal. OK. Pour vous, ça se passe comment sur le terrain? Comment les gens réagissent à cette proposition du projet de loi? Pour toutes les organisations qu'on représente, là, pour tout ce qui est de l'accompagnement, c'est généralement bien reçu, mais évidemment, il y a certains éléments là, qui ne sont pas nommés dans le projet de loi, donc c'est difficile d'avoir une analyse qui est complète. À ce niveau-là, c'est beaucoup plus par conséquent qu'on va voir les résultats sur le terrain. Puis évidemment, c'est bien reçu, mais toutefois, surtout pour les organismes communautaires qui ont peu de financement, savent très peu comment tout ça va pouvoir être appliqué de façon concrète et qui développent réellement aussi le rôle social actif de la personne. Donc, Samuel l'a mentionné, mais vraiment qu'on évite la ségrégation des personnes puis qu'elles puissent avoir réellement leur place dans la collectivité, qu'on les amène vers l'emploi puis qu'on évite leur ségrégation aussi dans différentes activités, que ça réponde finalement à leurs intérêts puis à leurs forces également. Donc, vraiment de le cibler en fonction des individus et non d'un ensemble de personnes qui auraient le même diagnostic. Si je peux me permettre, une réforme d'aide sociale, c'est quelque chose qui est extrêmement stressant pour les prestataires, pour les familles, pour les personnes elles-mêmes. Il y a un effort de communication qui est gigantesque à faire pour rassurer les personnes. On entend encore des personnes qui sont admissibles au programme de revenu de base puis qui ne croient pas que le programme va aider leur situation. Ça fait pourtant plus qu'une année et demie que le programme existe. Donc, il y a tout un effort de communication et de rassurer le public, rassurer les personnes. Il va falloir vraiment rentrer en communication avec, leur expliquer le changement de la loi, vraiment, parce que sinon, on va avoir des drames qui vont se passer, c'est certain, des gens qui ne vont pas comprendre les programmes, qui ne vont pas se prévaloir de certaines mesures. Donc, cet effort de communication-là, il est quasiment aussi important que l'effort que vous avez mis pour écrire le projet de loi en tant que tel. Oui, nous avions Madame la députée de La Violette-Saint-Maurice. La parole est à vous. Bonjour. Premièrement, merci beaucoup. Merci du travail que vous faites. Merci du travail des organismes aussi. On les aime beaucoup. On les aime beaucoup, ces organismes-là. Il y en a partout dans toutes les régions, là. Et c'est essentiel pour le bon développement et la santé d'une communauté. Donc, merci. D'ailleurs, hier, je visitais le groupe Les Horizons Ouverts, qui ont un beau plateau de travail là, pour nos personnes qui vivent avec des DI ou avec des troubles de l'autisme. Et ce que je comprends de ce que vous comprenez ou ce que je peux déduire, c'est que ces problèmes-là de santé mentale ou de DI, pour vous, dans la définition de l'article 25, quand on parle de contraintes sévères de santé, ce ne serait pas un problème sévère de santé, ce ne serait pas un problème de santé, mais un état qu'il faudrait nommer et ajouter à cet article. Est-ce que je comprends bien? Oui. Parfait.
Et vous nous demandez aussi, vous dites, vous avez une recommandation qui est la recommandation 12, qui est très pertinente, mais qui est aussi très large et qui nous demande de s'assurer de former adéquatement les agents responsables de la création et de la mise en œuvre et du suivi d'interventions individualisées. Qu'est-ce que vous nous proposez comme plan de formation? Qu'est-ce que vous jugez que nos agents responsables, disons, qu'est-ce qui manque actuellement? Qu'est-ce que vous proposez? Bien, merci pour cette question. Je pense qu'il faut ramener un peu le contexte des plans. Bon, il y a beaucoup d'actes qui ressemblent certainement, de près ou de loin, à des actes réservés à des travailleuses sociales, des travailleurs sociaux. Il y a un certain nombre, évidemment, de professionnels du ministère qui sont des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales, ce qui est excellent. Mais de façon générale, ce qu'on voit, c'est que la culture actuellement de ces programmes-là est plus axée sur le contrôle, sur la vérification, sur le fait de s'assurer que la personne a bien le bon montant dans son compte, qu'elle n'a pas dépassé. Et c'est un changement de culture. Donc, si on veut aller vers l'accompagnement, il va falloir miser sur la bienveillance, mais aussi miser sur la compréhension des prestataires. On sait que la majorité des prestataires, c'est majoritairement des personnes qui ont des troubles de santé mentale ou qui sont en situation de handicap pour la solidarité sociale, le programme de revenu de base. C'est les statistiques qu'on a. Donc, premièrement, comprendre ce qu'est une situation de handicap, mais aussi comprendre la pauvreté. Il y a beaucoup de choses dans une situation de pauvreté. Être pauvre, ça prend du temps, ça coûte cher, c'est difficile. Il faut réussir à fonctionner de façon improvisée souvent. On est tout le temps en train d'essayer de trouver la prochaine chose qui va nous permettre d'y arriver. Donc, il y a comme un changement de paradigme au-delà de la formation même qui est vraiment très pertinent, qu'il faut le souligner. Je pense que c'est très important, mais en termes de formation, ça va prendre de la formation sur comment interagir de façon plus humaine, plus inclusive, plus soutenante, et s'assurer évidemment que les plans répondent aux besoins des personnes, puis qu'on n'est pas... Ce qui est important, c'est de ne pas imposer des choses aux personnes qui ne correspondent pas à leurs besoins ou de ne pas restreindre certains services par le biais d'un plan d'intervention. Madame la députée d'Abitibi-Ouest, vous vouliez intervenir? Merci, Madame la Présidente. Il reste combien de temps? 3 minutes. Parfait. Alors, dans un premier temps, je tiens à vous remercier de la présentation de votre mémoire et surtout souligner le travail exceptionnel que vous faites auprès de la déficience intellectuelle. Alors, ma question est très simple. Je me base dans votre mémoire à la recommandation 4 qui dit « Fonder la reconnaissance des contraintes sévères sur un rapport psychosocial appuyé par des diagnostics médicaux. Rendre ce rapport facile à remplir pour les prestataires et pour les professionnels de la santé. Quel serait le rapport idéal à remplir? » Le rapport idéal à remplir, c'est une bonne question. C'est une question qu'on avait abordée quand on a eu les travaux sur le programme de revenu de base. Ce qui était clair, c'est qu'il n'y a pas de rapport idéal, parce qu'un rapport, ça va rester compliqué par définition. Cela dit, les contraintes psychosociales, ça peut être de documenter les déterminants sociaux de la pauvreté ou de la santé, par exemple, de permettre une certaine flexibilité. Actuellement, c'est très axé sur le médical et les évaluations du comité d'évaluation sont assez difficiles à passer. Ce qui était proposé, c'était vraiment d'essayer de comprendre l'entièreté de la situation de la personne, de comprendre qu'est-ce qui constitue son environnement, qu'est-ce qui constitue les déterminants qu'elle a ou qu'elle n'a pas pour réussir à être incluse en emploi, par exemple. Donc, un rapport médical, un rapport optimal, je pense que ça n'existe pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aussi reconnaître certains autres rapports qui existent déjà. Donc, on a des gens, par exemple, qui ont une tutelle. Il y a déjà eu des rapports psychosociaux qui ont été faits. Est-ce qu'on peut reprendre ces rapports-là plutôt que de demander à la personne de répéter à l'infini, encore une fois, des informations qui ont déjà été approuvées par ailleurs par la Cour? Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut faire, outre la simplification d'un formulaire. Un formulaire, ça va rester compliqué, c'est de l'administration publique, c'est normal, ça vient avec. On veut s'assurer que les programmes soient bien paramétrés. Et lors de votre présentation, vous avez cité que vous vouliez un projet de loi plus humanitaire. J'aimerais vous entendre sur le plus humanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, je pense qu'on veut aller... si on veut réellement rendre ces programmes-là plus humains, premièrement, il faut sortir les personnes de la pauvreté. C'est la chose la plus absolue, là, de façon très pratico-pratique.
on n'est pas au niveau de la mesure du panier de consommation. On est très loin, en fait, de la mesure du panier de consommation, qui est le seuil de pauvreté au Canada. Donc, commençons par ça. Évidemment, c'est une mesure que le ministre des Finances va devoir appuyer. Donc, on l'invite, il n'est pas là aujourd'hui, mais on l'invite à nous écouter, parce que c'est dans ses mains majoritairement. C'est pas dans les mains de la ministre, a priori. Mais on va le répéter au ministre des Finances. Même s'il a refusé de nous rencontrer, on va lui renvoyer une autre lettre. Mais c'est ça. Commençons par donner plus d'argent aux gens. Commençons par leur donner la capacité de se sortir de la pauvreté, de se sortir de situations difficiles. Selon vous, c'est un projet de société? C'est absolument un projet de société. C'est un projet de société qui devrait être porté par tout le monde dans cette pièce-là. Et je pense qu'il l'est par ailleurs. Mais évidemment, on aimerait avoir encore plus d'encouragement et un petit peu plus de volonté pour y arriver. Je vous remercie. Et merci beaucoup. Maintenant, je vais céder la parole à la députée de Notre-Dame-de-Grâce pour une période de 10 minutes 24 secondes. Parfait. OK, 6 minutes. Oui, bon, donc, merci, Mme la Présidente, et merci beaucoup. Je remercie Mme Durand-Lot et M. Rago pour de la SQDI, pour votre présentation, pour votre présence aussi ce matin en commission et pour votre mémoire très détaillée. On comprend que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour la préparer, mais c'est excellent. Le délai était très court. Écoutez, beaucoup de questions. Peut-être une première question, c'est que la réforme essentiellement est à coût nul. Alors, j'aimerais vous entendre financièrement pour les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, des gens que vous représentez. Quels seraient les impacts les plus humains de cet exercice à coût nul? Très difficile à dire. On a beaucoup de choses qui sont dans un projet de règlement futur et on n'a pas d'intention réglementaire ce matin à discuter. Donc, très difficile à dire, mais évidemment, la pauvreté, ce n'est pas une question de mesures administratives, ce n'est pas une question de règlement, c'est une question d'argent, beaucoup, hein, peu pas. Il y a certaines choses quand même qu'il faut reconnaître dans le... Bon, évidemment, là, on se base sur le mémoire qui a été envoyé au Conseil des ministres. Il y avait des mesures qui étaient intéressantes financièrement dans ce mémoire-là. Donc, je pense qu'il faut donner ce crédit-là. C'est important d'être juste pour nous. Évidemment, on a les réserves qu'on a par rapport à l'article 25, notamment la perte de contraintes sévères de santé ou à l'emploi, peu importe comment on les appelle. Et ça serait quelque chose... La perte de ces contraintes, de la reconnaissance de ces contraintes peut avoir un impact vraiment important. Quand on n'a pas de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi, on ne peut jamais arriver au programme de revenu de base. Et le programme de revenu de base est actuellement un des meilleurs programmes au Canada. Merci de le reconnaître. Donc, effectivement, lorsque vous parlez de ces changements-là, le programme de revenu de base, c'est un programme de ce côté et Objectif Emploi de l'autre côté, avec des programmes un peu entre les deux. Mais là, avec les changements qu'on propose, si je vous comprends bien, vous dites que maintenant, pour les personnes futures qui pourraient participer au PRB, qu'on reconnaît comme étant un excellent programme, c'est où le pipeline, effectivement, pour le programme de revenu de base? C'est quoi l'impact sur ce programme qu'on reconnaît comme étant excellent? En l'état actuel des choses, notre compréhension du projet de loi est que si vous participez à un programme de préparation, d'intégration, de maintien d'emploi, même à temps partiel, même si vous n'êtes pas payé, vous perdez votre contrainte sévère à l'emploi. Donc, si vous perdez votre contrainte sévère à l'emploi, il n'y a pas de compteur pour aller vers le programme de revenu de base. Ça s'arrête. Donc, essentiellement, je pense qu'on pourrait penser, sous toute réserve, qu'il n'y aurait plus de personnes à la solidarité sociale actuelle, donc plus de nouveaux prestataires du programme de revenu de base, à part les quelques personnes qui viendraient par le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Donc, merci. Votre deuxième recommandation est sur le fait de changer le mot « insertion » par le mot « inclusion ». Alors, quelle est la différence pour la population vivant avec une déficience ou un handicap? Pardon. Il y a toute la question des adaptations dans l'environnement aussi, où la personne évolue, développe son plein potentiel. Donc, quand on parle d'insertion, ça prend moins en compte, en fait, toutes les modifications qu'on peut faire, les accommodements qu'on peut apporter, les adaptations. Donc, l'inclusion, c'est vraiment de faire en sorte que l'environnement peut être adapté à tous. Donc, c'est pour ça qu'on encourage davantage le terme inclusion qu'insertion.
Si je peux me permettre aussi, pour prendre une image très, très simple, l'exclusion, c'est ne pas être dans l'Assemblée nationale. L'intégration, c'est être en arrière, puis regarder ce qui se passe. Puis l'inclusion, c'est être capable de vous parler aujourd'hui. Donc, c'est aller plus loin, faire des démarches vraiment, des gestes c'est faire partie vraiment... de la communauté. C'est être intégré, c'est d'être vraiment inclus comme une personne, comme tout le monde, d'avoir sa chance de participer à la société, de participer à la vie démocratique, à la vie communautaire, à la vie collective. Justement, vous avez parlé de participer à la vie démocratique. On s'aperçoit que beaucoup va se faire par règlement et, contrairement au gouvernement libéral qui avait publié lors de sa réforme les intentions réglementaires, aucune intention réglementaire a été publiée en lien avec ce projet de loi. Est-ce qu'on peut vous entendre là-dessus? Quels seraient vos souhaits? Parce qu'on n'a pas des intentions réglementaires. Quels seraient vos souhaits dans les règlements en lien avec ce projet de loi? C'est sûr que ça a rendu l'analyse du projet de loi plus difficile, de ne pas savoir exactement qu'est-ce qui allait être dans un projet de règlement futur. Mais je pense que, outre cet aspect-là, on parle de populations qui sont plus vulnérables, on parle de populations qui sont à l'intersection de problèmes sociaux, parfois de violence conjugale, par exemple. Et quand on protège ces personnes-là dans la loi, la protection est plus grande que dans un projet ou dans un règlement, évidemment. Un règlement se change en 45 jours. C'est très opaque comme processus. On a soumis des mémoires par rapport à des projets de règlement. On n'a jamais vraiment su ce qui se passait après, à part consulter la Gazette officielle. Quand on veut protéger des populations qui sont vulnérables, ou quand on veut protéger des populations qui sont en quête d'équité, la meilleure chose, c'est de le faire dans la loi, parce que c'est plus difficile à modifier. Merci. Vous avez parlé du PRB, vous avez parlé un moment d'accès sans accéder à la solidarité sociale, de pouvoir accéder directement au programme de revenu de base et aussi les pénalités et certains éléments. Je ne sais pas si vous pensez mon projet de loi 693 où on prend des éléments de calcul du PRB cumulatif plus élevés pour les amener à même clientèle, effectivement, de solidarité sociale. Là, tout ça, ça va changer avec ce projet de loi. Alors, avec ce qu'on propose, que pensez-vous ou est-ce que vous avez des suggestions pour, justement, ne pas pénaliser ces personnes avec des contraintes sévères qui sont quand même, peut-être, ont la capacité, si elles ont la capacité d'aller chercher un peu plus d'argent pour eux-mêmes, en pleine crise de coût de la vie, mais aussi en pleine aussi pénurie de main-d'œuvre pour aller soutenir aussi l'économie et la société? Bien, écoutez, une chose est claire. Le programme de revenu de base, encore une fois, c'est un des meilleurs programmes qu'on a au Canada. C'est un programme qui vise vraiment le fait de donner une chance aux personnes, de leur donner une chance de travailler, mais aussi de vivre avec un conjoint ou une conjointe sans avoir de pénalités excessives. Si on avait un programme à garder parmi tous les programmes qui existent dans la province actuellement, ce serait le programme de revenu de base. Parce que c'est le programme qui permet aux gens de travailler, c'est le programme qui permet aux gens de payer de l'impôt. Payer de l'impôt, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la pauvreté extrême. Donc, s'il fallait qu'on ait un programme, ce serait le programme de revenu de base. Le gouvernement du Québec a fait des excellentes avancées en lien avec l'encadrement réglementaire du PRB. Je pense qu'on peut tout à fait s'en inspirer, tout à fait généraliser certaines des pratiques qui sont au PRB. Parfait. Je revenais parce qu'il nous reste, je pense, 3 minutes à peu près, Madame la Présidente. Oui. Vous proposez de renommer ou de revenir à contrainte sévère en l'emploi. Le projet de loi renomme contrainte sévère à l'emploi en contrainte sévère de santé, mais vous souhaiterez inclure les contraintes psychosociales et autres, donc pas juste des raisons médicaux. Fait qu'on élargit les personnes qui vont pouvoir prendre des décisions, ce qui est une bonne chose, mais on rétrécit justement les contraintes. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que je sais que c'est un point crucial pour votre organisme et les gens que vous représentez. Oui, bien, certainement. Encore une fois, la santé, bon, on peut avoir un débat sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé, sur ce qu'est la santé, on ne le fera pas maintenant, mais il reste que les contraintes psychosociales, pour la majorité des personnes sur le programme de solidarité sociale, sont des contraintes qui sont invisibles. Elles sont majoritairement liées au fonctionnement
de la personne, mais c'est pas une personne en fauteuil roulant, c'est pas une personne qui a une canne, c'est une personne qui a de la difficulté à être en emploi pour plein de raisons. Ça peut être que le milieu de l'emploi n'est pas inclusif encore, ça peut être qu'il n'y a pas de programme qui existe pour soutenir ces personnes-là. Mais ces contraintes-là sont dans l'environnement, elles sont dans l'environnement de la personne, elles sont dans son environnement social et parfois elles sont dans la personne aussi au niveau psychosocial. Donc, c'est pas juste la santé, c'est pas juste une question de cette personne-là a le bras cassé, on est capable de le diagnostiquer, c'est facile à faire. Un diagnostic psychosocial, ça prend en compte tous les déterminants sociaux de la santé, tous les déterminants sociaux du bien-être, parce que la santé inclut le bien-être physique, mental et émotionnel. Donc, c'est vraiment important d'aller un petit peu plus large et c'est très intéressant parce que la ministre l'avait mis dans son mémoire au Conseil des ministres. Donc, on fait juste souligner ça puis dire, bien, adaptons la réalité de ce qui est sur le papier. 50 secondes, donc je vous laisse. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter ou amener à l'attention de la Commission et de la ministre? Écoutez, c'est pas un mauvais projet de loi. On n'est pas là, nous, on n'est pas là pour donner des slogans coup de poing, on n'est pas là pour faire les manchettes, on est là pour vous aider à améliorer le projet de loi. C'est ça qui est important pour nous. On pense qu'il y a du bon dans le projet de loi, mais qu'il faut faire des amendements. Puis on a 21 ou 22 recommandations. Donc, vous aurez le loisir, là, en études détaillées, de passer dedans, j'imagine. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à la députée de Sherbrooke. La parole est à vous pour 3 minutes 28 secondes. Merci. Je vais revenir sur la question des plateaux de travail que vous avez abordé avec des collègues. Donc, si j'ai bien compris votre inquiétude, des personnes qui sont sur des plateaux de travail actuellement, à cause de la formulation de l'article 25, pourraient perdre la reconnaissance de leurs contraintes de santé, puis ça a des impacts pas juste à court terme, mais à très long terme aussi pour eux. La recommandation 7 que vous nous formulez, de formulation, pour vous, ça, c'est le changement incontournable à faire pour permettre aux personnes sur des plateaux de travail d'avoir accès à cette reconnaissance-là encore. C'est bien ça? Pas juste les plateaux de travail. Toute personne qui est en préparation. Actuellement, c'est important, le ministère de la Santé reconnaît les plateaux de travail comme des activités de préparation à l'emploi. Donc, oui, il faut changer cet article. Ça représente combien de gens? Plusieurs milliers de personnes, très certainement. Donc, ça peut être une personne aussi, par exemple, qui va recourir à des services d'un organisme en employabilité. Là, ça fait partie de la préparation en emploi. Donc, oui, plateau de travail, stage en entreprise, mais aussi tout soutien aussi dans une démarche là, de préparation en emploi. OK. Je vais vous amener aussi sur un autre élément de l'article 25 où on vient éliminer là, de la liste là, certaines personnes. Il y a notamment les parents d'enfants handicapés là-dedans. Qu'est-ce que ça peut représenter pour ces familles-là de ne plus se faire reconnaître automatiquement cette contrainte en termes de démarche administrative là, ou de capacité à travailler vraiment? C'est toujours plus compliqué de devoir prouver quelque chose que de l'avoir automatiquement, particulièrement au niveau de la fonction publique. C'est toujours des formulaires de plus, c'est toujours quelque chose de plus. Est-ce que ça va être dans un règlement? C'est possible, mais personnellement, je préfère que ce soit dans une loi que dans un règlement. Ça rassure les personnes, notamment. Puis, pour les réalités que vous connaissez, là, les parents d'enfants handicapés, est-ce qu'ils sont aptes au travail? Encore une fois, c'est une question de l'environnement de la personne. Dans ce cas-ci, nous, ce qu'on aimerait voir, c'est que les personnes proches aidantes aient accès au programme de revenu de base. Ça simplifierait leur vie grandement, ça sécuriserait leur sécurité financière et ça viendrait vraiment rendre les choses plus faciles pour ces parents-là. Quelques notes aussi là, pour les parents d'enfants en situation de handicap ou les proches aidants qui ont des contraintes temporaires aussi. Donc, il y a eu le retrait de l'alinéa 3, 7 et 9 qui garantissait aux personnes qui ont des enfants handicapés ou qui sont des proches aidantes ou des personnes qui vivent avec la violence conjugale et qui résident en ressources d'hébergement, une contrainte temporaire à l'emploi. Donc, enlever ces dispositions-là pour nous, même pour les réintégrer dans un projet de règlement, viendrait fragiliter leur protection et leur sécurité financière. Donc, on parle aussi de femmes ou même d'hommes qui ont une déficience intellectuelle qui sont plus à risque de violence conjugale, de violence sexuelle. Donc, comme le disait Samuel, c'est impératif là, pour sécuriser leur parcours là, de réintégrer ces dimensions-là. Donc, il faut reculer sur l'abrogation de ces alinéas-là, non? C'est ça? Combien de temps? 50 secondes. Je vous remercie. J'ai peut-être une question supplémentaire concernant les contraintes psychosociales. Le fait que
des professionnels de la santé différents des médecins vont pouvoir procéder. Vous, votre compréhension ou votre souhait, en fait, est-ce que ça doit être seulement les professionnels du réseau de la santé ou sous des organismes communautaires également qui pourraient remplir cette documentation-là pour faciliter la vie des gens? C'est une bonne question et oui, ça pourrait être intéressant. Cela dit, je doute que le gouvernement du Québec ouvre cette porte. Oui, puis c'est aussi, ça demande aussi, il faut vraiment qu'il y ait des balises quand cette pratique-là. Donc, évidemment, oui, peut-être des organismes communautaires, mais il faut avoir l'expertise pour le faire aussi. Donc, il faut être vigilant à ce niveau-là aussi. Merci infiniment. Je cède maintenant la parole au député de Jean Talon pour une durée de 2 minutes 38 secondes. J'aimerais moi aussi continuer sur l'article 25 du projet de loi qui modifie l'article 53. Vous nous dites que vous êtes extrêmement préoccupé par la présence d'un nouveau critère, c'est-à-dire que la prestation de base qui est augmentée d'une allocation pour contraintes sévères, si la personne donc présente des contraintes qui nuisent à la réalisation d'une activité de préparation à l'emploi, d'insertion ou de maintien à l'emploi. Donc, vous dites non seulement c'est pas clair ce que ça veut dire, de quelles activités il s'agit, mais surtout vous dites que dans l'état actuel, ça risque de dissuader fortement les tentatives d'accès à l'emploi pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et pour les personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi. Pourriez-vous élaborer là-dessus sur le risque qui vous semble très, très, très important que ça n'aide pas cet article-là, que ça nuise? Bien, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, une personne prestataire de la Solidarité sociale peut travailler, avoir une prestation de 0 $ tout en gardant son carnet de réclamation, ses médicaments, son dentaire, par exemple. Ce qu'on voit actuellement, c'est que si la personne n'a plus sa reconnaissance, essentiellement, elle perd l'argent de plus qu'elle reçoit, mais aussi elle va perdre la capacité à accumuler des mois pour accéder au programme de revenu de base. Et on sait que l'objectif pour beaucoup de personnes qui ne pourront pas travailler à temps plein, ultimement, c'est de ne pas rester sur la solidarité sociale, c'est d'aller vers le programme de revenu de base pour vivre de façon plus digne. Donc, si on va vers ça, bien évidemment, premièrement, il n'y aura plus personne qui ira au programme de revenu de base. Puis deuxièmement, bien, on est en train de fragiliser financièrement les personnes. C'est-à-dire que non seulement ce n'est pas une avancée, c'est un recul même par rapport à la situation actuelle. C'est notre compréhension. Alors, vous nous recommandez d'abroger, de ne pas adopter cette mesure-là. Est-ce qu'à l'inverse, il y a un pas en avant qu'on pourrait faire relativement à ce fameux critère? Mais je pense qu'il faut reconnaître que le fait que le maintien à temps plein en emploi pourrait laisser sous-entendre qu'il n'y a pas nécessairement une contrainte sévère à l'emploi. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire. Nous, ce qu'on proposait, c'est d'ajouter un qualificatif de temps plein, donc un maintien en emploi à temps plein. On peut faire une différence. Il y a des personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi qui vont travailler à temps partiel. En dessous de 28 heures, c'est du temps partiel. Donc, on peut avoir des gens qui travaillent à temps partiel. Mais je pense que le plus important, c'est d'abroger ce morceau de phrase et de rajouter le qualificatif temps plein. Très bien. Merci. Merci. Donc, Mme Durand-Loup et M. Rago, merci pour votre contribution à nos travaux et je suspends les travaux quelques instants afin de permettre à nos prochains invités de prendre place. Merci.